Bonjour à tous, nous voilà avec Victor Canilla, un des co-initiateurs d'Agisson. Est-ce que tout le monde va bien? Ça va très bien, ça va très bien. Pareil, merci. Impeccable. Alors Victor, on se reçoit aujourd'hui pour l'interview. Je vais vite faire un petit portrait et t'introduire. Donc tu as 30 ans, tu es un ancien de l'EPFL, tu as fait des études en physique avant de travailler dans le trading algorithmique. C'est ça. Tu as ensuite fait de l'humanitaire avant de passer au BCG, où tu as rencontré un autre personne que nous avons reçu, Simon. Et récemment, tu es parti de ça. Récemment, tu t'es lancé dans un doctorat en économie, il me semble. Et en parallèle, tu as ta chaîne YouTube, Kraken Debrief, où tu fais de l'analyse économique et tout. Partant de ça, on m'a aussi dit que tu étais d'une famille immigrée. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ton parcours, sur comment est-ce qu'on arrive à avoir une vie qui ressemble à ça? Ouais, avec plaisir. Merci pour l'intro et puis merci de me recevoir, ça fait vraiment Avec plaisir. plaisir. Oui, alors peut-être je vais partir par la fin, du coup, vu que c'était chronologiquement ce qui venait d'abord. Donc oui, effectivement, je suis né à Lausanne, mais de parents, un père sicilien et une mère portugaise, ce qui est un mix relativement commun au final sur le canton de Vaud, vu que c'est deux des plus grosses communautés immigrées de Suisse. Et puis du coup, vu que j'ai grandi à Lausanne et que j'avais un peu de affinité avec les maths, on va dire, pas que j'adorais ça, mais ça me venait relativement facilement, donc c'était assez naturel pour moi d'aller à l'EPFL. Après, le problème, c'est qu'à l'EPFL, on n'est pas forcément ultra bien dirigé sur qu'est-ce que ça ouvre comme porte de carrière. Donc, il y a un peu la vision romantique de l'EPFL, comme quoi ce serait une héritière presque de Euler et de Gauss à faire des maths et à faire de la physique et à construire sur les chemins de Newton et d'Einstein. Dans les faits, quand on regarde la pratique, la plupart des gens qui finissent l'EPFL vont en fait dans le secteur bancaire, dans des multinationales, dans des trucs qui n'étaient pas forcément mes ambitions de jeune adolescent euh, ou de jeune homme. Donc effectivement, quand j'étais dans la finance, je me disais, bon, c'était marrant d'avoir vu ça. Je sens qu'il y a des trucs un peu chelous dans ce monde quand même, je vais pas y faire ma vie. J'ai changé, je suis allé dans le consulting en management. C'était encore plus chelou sur quelques aspects, mais on peut en reparler. Et puis ouais, après 2 ans et demi de pause avec principalement la chaîne YouTube et puis des activités militantes, notamment dans des mouvements climatiques ou bien dans d'autres types de structures et puis avec Agisson. Finalement, j'ai commencé ce doctorat il y a un mois. Et puis ouais, économie, mais disons que tout est un peu lié. Mais moi, mes angles qui m'intéressent le plus, c'est plutôt de la politique internationale, de la géopolitique, des relations internationales, et puis comment ces choses-là s'articulent avec la croissance économique ou des potentiels décroissance. Ouais, justement, parce que tu disais sa partie de physique, effectivement, c'est vraiment la question quand on rentre à l'EPFL, hein, on a ce croisement qui se fait entre la noblesse de la science, on dirait ça comme ça, ou de la connaissance et tout, et quand tu vas devoir mettre en pratique ce que tu as appris et tout, très souvent, c'est pas la recherche qui va te prendre, c'est beaucoup le privé qui va te prendre. Comme tu parlais aussi t'as fait du trading algorithmique, c'est très clair que les plus qualifiés pour faire ça, c'est clairement les physiciens, les mathématiciens, et pas du tout les économistes qui ont des cours totalement différents et qui n'ont pas du tout ces connaissances en sciences dures. Donc, Ouais, absolument. Il y a une informatisation du monde, il y a une technicité de plein de jobs qui auparavant n'étaient pas forcément techniques. Donc, par exemple, dans le bancaire, typiquement, bon, c'est pas forcément une technicité algorithmique ou mathématique, il y a aussi une technicité légale. À l'époque où moi je suis rentré dans le secteur financier, il disait que à une époque les banquiers c'était 80% banquiers, 20% légal, et maintenant c'est 80% avocat, légal et tout, et 20%, et 20% banquier. Et puis effectivement les métiers vraiment d'investissement et tout se sont algorithmisés parce que les algos font bien mieux que nous, humains, des calculs mentaux rapides. Je sais pas si on peut appeler ça du calcul mental dans le cas d'un ordi, mais on se comprend. Et puis, du coup, voilà quoi, il y a je pense, ce besoin croissant pour des métiers qui ont des skills techniques. Et de plus en plus, HEC aussi s'aligne sur ça et propose des jobs qui sont orientés, alors peut-être pas du machine learning ultra sophistiqué, mais en tout cas, il y a dans les cursus de master de HEC, par exemple, plein de spécialisations algorithmes, quantitatives en tout cas, disons. Et au effectivement. final, par exemple, ce que je faisais dans la finance, ça ressemble plus à faire de la météo, littéralement, genre prendre des signaux et puis évaluer des évolutions probabilistiques
de ces différentes coordonnées, de ces différentes données, de ces différentes variables, donc du calcul stochastique, de l'évolution de probabilité dans le temps. Ça ressemblait plus à ça qu'à du Gordon Gekko dans Wall Street en 1987, là où il arnaque des clients. Donc il n'y a pas ou le côté loup de Wall Street où tu appelles des gens pour les arnaquer. Ça existe encore, mais ça a un peu disparu. En voie de disparition. Clairement, c'est comme toutes les banques ou tous les systèmes bancaires sont maintenant, ils sont tous mis à la page à jour. Tout le monde, on parlait de ça, le trading, c'est quoi le trading lumière, je sais pas comment on l'appelle ça, le trading fait par des Indiens extrêmement rapidement à des moments T. Ça peut pas être fait par des humains, clairement pas. Donc c'est forcément des machines qui ont des algorithmes, et plus ton algorithme est performant, plus c'est ça qui va être, il va y avoir des chances de créer un gain. Donc on est clairement plus dans des logiques comme ça. Mais tu as remarqué ça un peu, que cette image est quand même restée. On a quand même encore l'image. Quand on parle d'un banquier, on parle clairement, on a encore cette image mentale du gars qui fait des appels et tout, alors que le métier n'est plus du tout. C'est quelque chose que tu as remarqué, c'est quelque chose que tu as vu dans ta pratique, que tu as vu dans ce qu'on voit de ta pratique? Alors, j'ai remarqué qu'il y avait un changement, bien entendu. Moi, j'étais plutôt du côté new school, des ingénieurs qui font de la finance, plutôt que des gens en costard qui font de la finance. Après, en Suisse, il y a aussi encore de beaux restes de tout le côté service pour ultra riches, donc de la finance privée à Genève par exemple, à Zurich, à Zug, donc tout le côté aussi qui mêle de la fiscalité avec tout ça. Et là, les ultra high net worth individuals, c'est un terme technique, je crois que c'est à partir de 25 millions de capital, ou peut-être même 100 millions, je ne sais plus les catégories exactes. Et le monde du banking privé m'a jamais intéressé, donc voilà. Mais ce genre de truc continue d'exister en Suisse. Donc il reste des gens, quand on prend un train Lausanne-Genève, on voit des types qui sont en costard et peut-être qu'ils vont effectivement à Pictet ou un machin. Cela dit, une partie de l'explication sur pourquoi les gens ont encore une image du banquier très sophistiqué et machin, c'est qu'il y a des films très influents. Il y a eu American Psycho, il y a eu Wall Street justement avec Gordon Gekko, il y a eu pas mal de films dans les années 90. Il y a eu même plus tard, après 2008, le film de Michael, enfin basé sur le livre de Michael Lewis qui s'appelle The Big Short, où on fait un peu une histoire depuis les débuts, donc il commence depuis les années 80, donc on voit encore des moments où il n'y avait pas d'email par exemple, en tout cas où c'était pas répandu. Et le loup de Wall Street qui doit être, je sais pas, de 2013 ou 2014, je me souviens plus exactement. Donc même dans les films récents, il continue à y avoir des films de la finance des années 80 et des années 90. Donc évidemment, ça aide pas à apporter de la clarté sur les évolutions des 15 dernières années de ce type de métier. Ok, ça commence dans le dur, cette émission. On commence sur les vrais sujets. C'est vrai que... Désolé s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui voulaient pas trop entendre parler de thèmes techniques. De toute façon, je pense que ça allait être un peu incontournable de parler de finance, d'économie et autres, et on va probablement y revenir dans la suite de l'émission. En général, ce qu'on propose à notre invité ou notre invitée pour commencer, c'est de participer à notre séquence qu'on appelle la vie au bol. Donc Victor, dans la vie au bol, je vais t'inviter à tirer une question dans ce bol et puis à volontiers vouloir la lire à haute voix et puis si tu veux bien y répondre. Avec plaisir. Quelle application fétiche utilises-tu le plus sur ton téléphone? Ouf, ça va être facile parce que depuis cet été, je dois confesser depuis août que, et d'ailleurs j'en parlais avec Steven l'autre jour, que je me suis pris d'une passion pour les échecs. Voilà, ça continue, ça fait vraiment le cliché du geek, quoi. J'avais fait des échecs, j'aimais bien les échecs quand j'étais petit, après je n'en ai plus jamais refait. J'en ai plus, enfin, à part une partie tous les 5 ans. Et là, depuis cet été, j'ai installé cette application et c'est vrai que c'est très addictif et très prenant, le côté sortir le téléphone et puis faire une partie. Donc ça, c'est mon application du moment. Ouais. Ok, c'est quoi? C'est chess.com? Chess.com, ouais. En théorie, on devrait plutôt aller sur Lichess, qui est plus gratuit, qui n'est pas une grosse boîte. Chess.com, c'est des mecs de Stanford qui font un business model très agressif de port, de monopolisation de tous les systèmes de concurrence, alors que Lichess, c'est plutôt l'équivalent Wikipédia, quoi. Ouais. Et toi? Moi, du coup, aussi chess.com, avec leur petite notification qui t'envoie en mode vous avez essayé de jouer, vous avez tel petit défi, ça donne clairement envie. Quoi. C'est aussi ton application à l'utiliser? Non, pas du tout. Okay. Moi, je suis un gamer pur et dur. Moi, j'ai des jeux sur mon téléphone portable et c'est ça que je joue. Moi, c'est mon légende de Runeterra si je dois
mon petit jeu de League of Legends, donc de Riot, donc c'est clairement ça que j'utilise, mais chaque personne a son truc. Et toi, du coup, c'est quoi ton application, Je pense, je sais pas, moi, Instagram ou ouais, je pense les réseaux sociaux, mais usage privé, et puis aussi un petit peu pour Agisson, un peu moins ces temps, mais voilà. Puis sinon, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Je sais pas, je pense, j'ai pas beaucoup de jeux, c'est plutôt Duolingo en vrai, ce qui se rapproche le plus d'un jeu en vrai. Pour quelle langue? Pour pas mal l'italien ces temps. Ok. J'ai essayé d'autres trucs par le passé. Enfin bref. C'est intéressant de voir que tout ce qu'on a cité sont des grosses boîtes. Hein. Duolingo aussi, il me semble que c'est une grosse boîte. C'est marrant comment on aurait pu penser que l'application, ce genre de choses, ça va être une petite application indé, un petit truc comme ça, mais à quel point ce marché aussi est dominé par des grandes puissances, des grandes boîtes qui ont ce modèle marketing est très efficace, hein, très efficace d'être faire addiction à la addiction. Je sais pas si addiction est le bon mot, mais notification, simulation, ce genre de phénomène. Hein, c'est intéressant. Et en plus, sur le papier, elles sont toutes gratuites. Absolument, tout à fait. C'est un business model qui peut te le permettre. Donc, tu nous as parlé un peu avant, brièvement, bien sûr, de ton parcours à l'EPFL et puis ensuite comme trader algorithmique, etc., et BCG. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, bon, tu as sûrement déjà posé la question, hein, mais c'est la question de la rupture un peu. Comment ça s'est fait? Est-ce que ça se fait d'un coup, suite à une rencontre? Est-ce que ça a été progressif? Je sais pas. J'imagine qu'on t'a déjà posé la question plusieurs fois, mais c'est toujours intéressant d'y revenir. Oui, et puis je pense, selon le mood et selon les expériences récentes, la réponse varie aussi. C'est intéressant la façon dont on se raconte des histoires sur notre propre passé, dans l'autobiographique et tout. Donc. Mais là, la façon qui me viendrait spontanément à l'esprit, hein, pour répondre à cette question, ce serait le fait de dire que j'étais un peu entré en tâtonnant dans ces milieux, pas complètement naïvement et complètement sans savoir dans quoi je m'embarquais non plus, il faut pas faire l'innocent, mais je pense qu'il y avait clairement une partie de naïveté, de presque candeur, si on peut utiliser ce mot, mais aussi de curiosité, de vouloir voir de l'intérieur à quoi ça ressemble sans savoir exactement à quoi m'attendre. Et donc, quand je suis rentré dans la finance en trading algorithmique, j'y ai même pas fait 1 an au final. Donc, assez rapidement, je m'étais dit, bon, voilà, j'ai vu à quoi ça ressemble, j'ai fait le tour, je peux passer à autre chose. Et dans le consulting, ce qui m'avait donné envie de rentrer et ce qui fait que je suis rentré en rupture avec ça par la suite, c'est un peu le côté de si on parle à des traders, souvent ils vont dire moi je veux faire de la thune et je m'en fous si le monde brûle et je m'en fous de la veuve et de l'orphelin et je m'en fous c'est très ouvertement antisocial, c'est très ouvertement, on pourrait dire, une espèce de mentalité de la jungle. Alors que dans le consulting, c'est vraiment pas ça. Dans le consulting, il y a un peu le même genre de programme que si vous vous abonnez à la newsletter du World Economic Forum, par exemple, on a l'impression de lire des gens qui veulent vraiment sauver le monde, en tout cas qui le prétendent. Et pareil, quand on va à une présentation, moi j'étais à Boston Consulting Group, mais pour les 2 autres gros cabinets qui sont McKinsey le plus connu et Bain, c'est à peu près la même ligne de marketing, de recrutement sur les campus. Donc, pas besoin de me croire sur parole, allez sur le site internet, abonnez-vous à la newsletter ou allez sur une présentation de recruiting sur un campus. Ils vont en fait faire un speech qui est vraiment, chez nous, tu peux faire à la fois du business et à la fois faire du bien sociétalement, planétairement, etc., etc. Et puis, par exemple, dans une présentation que mon employeur aurait pu faire à l'EPFL ou que moi-même, par la suite, j'ai endossé comme rôle, parce que tous les consultants vont aussi de temps en temps, la plupart vont sur les campus pour recruter. Donc moi-même, je suis passé de l'autre côté et j'avais des PowerPoint qui étaient déjà pré-établis. C'est vrai qu'on a tendance à dire, voilà le type de projet qu'on peut faire. On donne 2 exemples. Un, ça sera Nestlé et l'autre, ça sera, je sais pas moi, quelque chose sur l'ouragan Katrina et puis comment on a aidé après ce genre de drame humanitaire et tout. Sauf que, et c'est la vérité, effectivement, il y a des clients comme Nestlé et il y a des clients comme des secteurs publics après des drames. Le problème, c'est que l'un représente 99% du volume et l'autre représente 1%. Donc c'est complètement tronqué. Et moi, naïvement, j'espérais rentrer à Boston Consulting Group à Genève en me disant Genève est un terreau d'organisation intergouvernementale et donc je vais essayer de me trouver des projets avec des clients du type agence de l'ONU, le World Food Programme ou bien l'Organisation mondiale pour la santé ou ce type de clients. Et donc je m'imaginais pas faire de l'optimisation de profit pour grandes multinationales, je m'imaginais plutôt faire du secteur international de ce genre qui a toujours été un truc qui m'attirait.
Et Donc, avoir l'idée d'être finalement là où les décisions se prennent, là où le pouvoir se concentre, et puis de pouvoir changer les choses, avoir un impact positif d'une structure qui a du pouvoir, c'est ça? ouais, mais depuis le début, depuis mon entrée, en fait, tu as un petit peu d'influence sur quel type de client tu fais. Et j'essayais tout le temps d'éviter certains types de clients. Donc, par exemple, si on m'avait dit tu vas faire la semaine prochaine Goldman Sachs, j'y serais pas allé. Déjà, j'avais plus envie de faire de la finance. Mais aussi, je voulais pas être au pouvoir juste pour être au cœur du pouvoir. Ouais. Je voulais quand même qu'il y ait une espèce de balance entre être dans des structures où je pouvais avoir un impact positif et quand même enfin qu'elles aient du pouvoir, mais qu'elles aient quand même un truc qui soit donc par exemple j'aurais pas fait Syngenta à Syngenta qui est en Suisse ou des business du Monsanto ou du Glencore ou des business qu'on connaît bien. Donc déjà à l'époque je dirais que j'étais dans la frange relativement sensible dans le milieu des consultants, qui n'est pas un milieu particulièrement sensible, sur quel type de client faire. Ouais. Après, quand j'ai réalisé que j'arrivais vraiment pas à avoir beaucoup de clients de type organisation intergouvernementale et qu'en plus de ça, les clients de multinationales que je pensais plus ou moins neutres m'avaient souvent choqué dans diverses dimensions. Donc, par exemple, à quel point le business de la nourriture, au final, est extrêmement réduit juste au profit, alors qu'il y a des conséquences sanitaires gigantesques et des gens qui peuvent vraiment manger des sales trucs et tout. Après avoir fait ce type de client, j'étais énervé, je voulais plus faire ça. Et là, j'ai réussi à me trouver 1 an au WWF comme client fixe pendant 1 an au Kenya. Et là, je me suis dit, bon, bah, enfin, j'ai réussi à avoir une structure du type de celle que je voulais depuis le début. Et en fait, là, bah, je suis un peu tombé des nues parce qu'il y avait plein de trucs qui me déplaisaient au sein de cette structure, notamment l'impossibilité d'avoir des débats de fond sur le modèle de société qu'on pourrait essayer de promouvoir en tant qu'ONG gigantesque sur la défense de l'environnement. Donc, je me disais, bon, bah, c'est le genre de moment où on peut avoir des discussions sérieuses sur, par exemple, la décroissance ou par exemple des modèles qui ne seraient pas dépendants d'accumulation infinie ou de profit comme métrique première en politique et en économie. Et c'était complètement impossible d'avoir ce genre de discussion. Donc ça, c'était un problème. Et un autre problème, c'était toutes les dynamiques qu'on pourrait dire nord-sud ou de dépendance des pays que je supervisais, entre guillemets, parce que j'avais un poste de management au Kenya et on avait 15 pays qui étaient gérés depuis le Kenya, 15 pays en Afrique, et on voyait qu'il y avait une grande... tout un ensemble de conditions dans ce qu'on pouvait dire, vu qu'on recevait de l'argent de la part des pays européens. Donc même en tant que ONG basée en Afrique qui défend la nature, tu peux pas dire n'importe quoi sur la multinationale minière française ou suédoise ou je ne sais quoi. Même ces débats, c'est quelque chose que tu pouvais pas. T'as tout ce qui est le public, le corporate, même en off, c'était difficile d'avoir ce genre de débat où c'est un peu, tu vois, est-ce que c'est... Je poserais la question de voir, est-ce que les gens s'empêchent de penser ces questions du fait de leurs intérêts matériels, ou à l'inverse, t'as un peu ce double visage, t'as un peu ce qui va être dit dans le cadre... professionnel, et à l'inverse, dans le cadre privé, tu as une pensée opposée, tu vois. Je sais qu'il existe ces deux types de profils, hein. Que tu as des profils, tu as les profils qui sont en mode s'empêcher de penser des choses, et tu as les profils justement qui sont en mode j'aimerais bien changer. C'est ce que tu as vu ou pas du tout? Tu dirais pas ça comme ça? Ouais, je dirais qu'il y a toute une panoplie de justifications qui peut se faire de manière plus ou moins consciente. Donc par exemple, il y a vraiment... la justification consciente de je sais que c'est pas bien mais je peux rien faire d'autre, ou si je le fais pas quelqu'un d'autre le fera à ma place, ou bien il n'y a pas d'autre alternative, ou là c'est des gens qui sont conscients que ce qu'on fait est pas top et puis mais qui trouvent quand même des justifications morales pour se sentir bien à le faire quand même. Et effectivement les intérêts matériels comme tu disais, donc notamment le salaire et le bonus aident à s'accommoder de quelques petites hypocrisies. Après, il y a aussi toute une autre panoplie de gens, et puis chez chacun, c'est toujours des hybrides, hein, c'est jamais très clair de toi, tu es dans cette boîte. Mais il y a aussi tout un ensemble de préconceptions, de façons de voir le monde. Donc, par exemple, ce qui m'avait frappé, maintenant que j'y pense,
enfin, il y a 1 million de petits exemples comme ça, mais un qui me vient en tête là, c'est quand j'étais revenu du Kenya et que j'étais vers la démission, j'étais vers la fin de mon année au WWF et puis je savais que j'allais arrêter. Mais au sein de la boîte, j'étais devenu un peu une des personnes qu'on allait contacter pour les gens qui étaient intéressés à faire ce genre de projet. Et puis le type m'avait appelé et puis il m'avait dit: «Ah, c'est trop bien, moi aussi je veux faire du emerging markets». Des marchés émergents. Oui. J'étais là, mais mec, moi je faisais pas du marché. On n'est pas dans des produits dérivés sur la nature au Kenya. On était dans une ONG pour essayer de faire de la politique et des machins. Et vraiment, il avait dit ça. C'est un automatisme en fait. C'est quelque chose qui sort et qui du coup intrinsèquement porte une vision politique et philosophique du monde, mais qui est prononcée et qui est conceptualisée dans l'esprit de beaucoup de consultants, de beaucoup de banquiers, de beaucoup de gens dans les multinationales, comme étant un automatisme neutre, jamais questionné, et qui aide à ne pas voir du coup ce que tu fais de entre guillemets mal. Parce que si tu rentres dans cette logique, tu vas dire non, mais il faut que ces marchés soient fluides, il faut qu'il y ait des capitaux pour alimenter les investissements dans ces marchés. Donc en fait, il n'y a aucun problème à qu'il y ait des investisseurs étrangers. Si tu prends une autre perspective théorique où tu te dis, ben, à qui a décidé que ce truc pouvait être un véhicule d'investissement? Et pourquoi est-ce que tu vois ça comme un marché et pas comme un pays? Ou comme un assemblage hybride, post-colonial, héritier de l'empire du 19e siècle? Bah, là, tu te bloques un peu dans ton raisonnement. Donc, en fait, des fois, c'était vraiment... ça fait un peu cliché de dire ça, mais des guerres de mots, des guerres de concepts. Et les gens qui ont été... C'est un mot un peu fort, mais je pense qu'il n'est pas totalement faux. Laver du cerveau par 5 ans d'études en management et après 3 ou 4 ans de travail intensif dans des multinationales, vraiment ont de la peine à conceptualiser certaines choses. Comme tu l'as dit, ouais, je suis tout à fait sur ta même lecture. Hein, cette question de nommer les choses, comment tu vas rentrer en nommant ton objet, ça va faire beaucoup. Et ça, c'est la physique et les mathématiques qui t'ont, je pense, aiguillé aussi là-dessus. La manière de nommer l'objet et le truc va permettre d'exprimer ou pas le concept. Et c'est quelque chose de très important, la nomenclature. Et puis, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ces questions. Quand les études de management, ce genre de choses, ont une manière une vision sur le monde, une manière d'aborder le monde qui se pense objective et ça leur fait penser le monde d'une manière extrêmement restreinte, on dirait ça comme ça, pour être gentil. C'est ça. Toujours un peu sur le même sujet, on a une question dans le chat qui est posée par un de tes anciens collègues du BCG, c'est Simon. Et Salut, Simon. Il te demande si tu pouvais remonter dans le temps, qu'est-ce que tu dirais au toi, entre guillemets, étudiant naïf à l'EPFL? Je pense que c'est pas facile. Je m'étais déjà fait l'exercice de penser, mais je me souviens plus. Mais merci pour la question, Simon. Je serais curieux de savoir ce que lui se serait dit à lui-même. Ouais, je pense que on lui avait pas posé la question. Okay. Malheureusement. Mais... je pense que ce que je me dirais maintenant, c'est qu'il faut que je fasse c'est qu'il faut que je contacte pas seulement des personnes au sein de l'EPFL qui t'aiguillent à aller dans des carrières dans la finance, etc., mais aussi d'aller parler à des gens, peut-être des lanceurs d'alerte, peut-être des reconvertis, des repentis, comme Simon et moi pouvons peut-être être considérés aujourd'hui. Je dirais au mois de 21 ou 22 ans de vraiment essayer d'aller parler à ces personnes. Parce que le mois de 21 ou 22 ans croisait tout le temps des personnes qui me faisaient un speech... on va pas dire angélique, mais relativement subjectif et encenseur de la finance et des multinationales. Je pense que si j'étais tombé sur plus de contre-récits, ne serait-ce qu'une heure de contre-récits face à des centaines d'heures d'endoctrinement pro-finance, je pense que ça m'aurait déjà beaucoup ébranlé et ça aurait changé ma perspective. Après, pour être très honnête, ce qui est fait est fait, et puis je regrette... Enfin... Oui, je regrette d'une certaine manière, mais je me dis pas que... Et si seulement les choses avaient été différentes. Ça a constitué comme tu es maintenant, et ça t'a probablement donné plein d'armes qui font que maintenant tu as un regard affûté sur le monde d'une certaine manière, avec des outils que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas eu ce parcours, probablement. Ouais, et on peut pas refaire la partie de toute façon. Bon, voilà, ce qui compte, c'est ce qui vient maintenant, quoi. Mais c'est une question intéressante, et puis c'est une question que des gens comme lui et moi, et puis aussi n'importe quel militant doit se poser... si un des objectifs est de répandre des pensées, ce qui est toujours le but quand on fait un Twitch, quand on fait un YouTube, quand on parle à des gens dans la rue, c'est aussi de penser à la réception et donc se projeter dans qu'est-ce que nous on aurait voulu comme réception, comme message. C'est intéressant, je trouve. Et puis ensuite, une fois que tu as claqué la porte finalement, comment ça s'est fait? Est-ce que pour toi le débouché militant, le fait que maintenant il faille rejoindre une organisation, peu importe laquelle, agir, c'était une évidence ou en fait pas tant que ça et que ça a été un autre processus en parallèle où on aurait pu imaginer que juste tu quittes le BCG et que tu fasses une carrière
potentiellement plus éthique, mais sans franchir le pas du militantisme ou de la volonté d'avoir une action transformatrice finalement. Est-ce que c'est une prise de conscience ou un processus qui s'est fait en parallèle ou c'était la suite logique finalement? Ouais, disons que j'avais vu le côté ONG institutionnel gigantesque et je voulais voir le côté qu'on appelle grassroots dans le milieu des ONG ou dans d'autres milieux. Donc je voulais voir à quoi ça ressemblait. Ça m'avait l'air moins essentiel peut-être que le fait de ce que j'essaye toujours de faire, mais j'y suis toujours pas arrivé, c'est d'écrire un livre pour mettre vraiment par écrit une présentation du monde de la finance et puis des multinationales en étant carré et puis en ayant l'opportunité de témoigner de tout ça. C'est très rare qu'il y ait des gens qui sortent de genre de milieu. C'est encore plus rare qu'ils expliquent pourquoi ils l'ont quitté, et c'est encore plus rare qu'ils le fassent de certaines façons. Et puis, je pense que j'ai presque un devoir moral de le faire. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Ouais. Donc ça, c'était mon impératif premier. Malheureusement, ça prend du temps et j'ai toujours pas réussi à l'écrire. Je suis en cours. Et ça, c'était un. Et puis après, effectivement, si je pouvais découvrir les mouvements grassroots, y participer, c'était un plus. Je pense que j'étais aussi plus optimiste à l'époque sur la capacité de changer rapidement des choses. Donc là, c'est peut-être pas le bout le plus encourageant ou optimiste de la discussion, mais soyons honnêtes, les forces d'inertie que l'on essaie de combattre sont titanesques. Et puis, même quand on gratte un peu, quand on voit des grandes figures du changement social dans n'importe quelle époque ou dans n'importe quel pays, en fait, elles ont toujours été utilisées comme symbole, mais il y avait plein d'autres choses qui se déroulaient. Et en fait, elles ont même les gigantesques figures, je sais pas moi, des Mandela ou des Che Guevara, n'ont pas changé énormément ou colossalement. Bien sûr qu'il y a eu des changements drastiques, mais je veux dire, dans la structure économique et politique mondiale, ça prend beaucoup plus que ça. Donc il y a des inerties colossales, et puis chacun doit ne pas vouloir, enfin moi c'est comme ça que je le pense, c'est de pas vouloir devenir un de ces personnages à tout prix, et de se dire de contribuer un peu à des choses beaucoup plus grandes. Ouais. Mais c'est intéressant cette histoire de livre. Est-ce que, parce que ben voilà, tu fais aussi de la vulgarisation, je sais pas si tu te définis comme youtubeur ou comme vulgarisateur sur internet. Est-ce que du coup c'est une continuité de ce projet de diffuser finalement ton expérience, tes connaissances, et puis finalement est-ce que tu le vois comme une forme de militantisme aussi, ton travail plus intellectuel, on va dire? Ouais, absolument. Le travail intellectuel, tu parles par exemple du doctorat ou de YouTube même? Je parlais en l'occurrence de YouTube, mais effectivement, on peut venir sur ton doctorat après parce que potentiellement que ça va dans le même mouvement. Ouais, en tout cas, sur YouTube, je dirais qu'il y a clairement une dimension militante et clairement une dimension de participer à cet effort de visibiliser des milieux qui sont pourtant relativement omniprésents, mais dans des façons opaques ou cryptées. Donc, de un peu expliquer ce que c'est. J'ai pas fait de vidéo basique comme qu'est-ce que c'est un produit dérivé, mais peut-être qu'un jour j'en ferai. Là, je me suis un peu embarqué dans des trucs genre histoire du capitalisme, parce que je trouve qu'apprendre l'histoire des choses est très puissant. Mais du coup, ça participe pleinement de cet effort. Après, je voulais pas faire une chaîne YouTube où je racontais ma vie, donc elle est beaucoup plus axée sur des trucs objectifs que sur des trucs, des anecdotes de mon travail ou les projets que j'ai faits. Donc, elle est pas forcément autobiographique. Après, on peut appeler ça youtubeur, ça me dérange pas. Si on prend youtubeur au sens large et pas juste vendre des choses, je sais pas quoi. Et c'est comme ça que t'as pu arbitrer, parce que on est conscient aussi de cette notion de centralisation de YouTube, des effets néfastes ou pervers ou side effects, je sais pas comment on veut les appeler, externalités pour être plus économiste de YouTube, ce genre de choses, le fait que parce qu'il y a aussi plein de plateformes, mais il y a du PeerTube, il me semble. C'est des choses que tu as pensé dans la manière dont tu as abordé. Ça a été un effort conscient de se dire qu'il fallait être à cet endroit-là parce qu'il y avait les gens, même si la démarche, même si c'était questionnable, la démarche, ces questions-là, c'est des réflexions qui ont été, ou c'est des choses avec lesquelles tu as coopté sur. Ouais, je pense que tu auras des trucs à m'en prendre sur des plateformes alternatives, peut-être mieux foutues en termes de structure et de fonctionnement financier, etc.
encore aujourd'hui, je me dis que YouTube, il y a quand même un truc ironique à parler de changement de système économique tout en étant sur la plateforme qui est une propriété de peut-être la multinationale la plus emblématique de ces dernières décennies. Donc, c'est sûr que ça pose des questions. En même temps, je trouve qu'il y a une forme de, on va pas dire horizontalité sur YouTube, mais il y a une forme de accès à un réservoir de connaissances qui est colossal. En fait, YouTube, moi je le vois comme une base de données colossale de vidéos euh, qui sont extrêmement hétérogènes en qualité. Donc il peut y avoir, je sais pas moi, du conseil sur des produits cosmétiques, comme il peut y avoir des vidéos marrantes, comme il peut y avoir des excellents documentaires. Donc c'est vraiment juste une espèce de gigantesque bibliothèque. Et au sein de cette bibliothèque, il y a deux problèmes. Un, c'est que tu as une espèce de structure vampire qui s'appelle Google, qui s'est approprié le truc et qui essaye de s'extraire le plus possible de revenus, ce qui a pour corollaire, disons, pour conséquence directe, de faire des motivations pour les créateurs de contenu, de faire du contenu putaclic et ce genre de trucs, qui a une autre conséquence qui est de montrer de façon très circulaire aux utilisateurs des trucs qu'ils connaissent déjà dans l'optique de un peu les laisser dans une tiédeur confortable pour qu'ils restent sur la plateforme, qui a aussi pour corollaire de faire une course, une surenchère vers le bas en termes de durée de vidéo, notamment pour rester dans le tempo de TikTok et de Reels, donc maintenant avec les YouTube Shorts, et puis bien entendu qui a comme impératif d'avoir de la pub. Et de se mettre cet argent dans la poche et de pas payer les gens qui vont faire du contenu. Donc il y a tous ces problèmes dans YouTube. Mais pour moi, le problème, il est vraiment dans cette espèce de vampirisation de YouTube qui est, dans un certain degré, nécessaire. Il faut penser aux questions business. Après, là, elles sont mal pensées. Enfin, elles sont très bien pensées pour Google, mais je veux dire, c'est colossal, la marge de profit. Il y avait des études, je crois, sur combien du business model, combien des pubs de Facebook atterrissent dans la poche d'ingénieurs de Facebook. Pour des gens qui penseraient, non mais il faut faire de la pub parce que tu dois payer les ingénieurs. Mais en fait, c'est ridicule. Je crois vraiment que c'est sous 10%. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de toute cette pub. Ça, c'est vraiment juste des sucres qui tombent pour la machine financière Google. Et donc, il pourrait y avoir des fonctionnements alternatifs. Donc, je pense qu'il y a vraiment une part de vampirisation. Et que même si, oui, bien sûr, il faut penser des business models et du financement et ce genre de trucs, il y aurait d'autres modèles alternatifs. Donc, une espèce de communalisation ou communalisation ou collectivisation de YouTube me paraît très très bien. Donc c'est vraiment pas YouTube en tant que réservoir de vidéos qui me pose problème, c'est plutôt ce qu'il en est fait. Maintenant je pourrais très bien dire, vu ce qu'il en est fait, je m'absente de cette plateforme. Mais je me disais qu'il y a tellement de gens qui se politisent grâce à YouTube, y compris moi. Moi perso, c'était des conférences de Lordon ou de Noam Chomsky ou ce genre de gens qui m'ont vraiment marqué, ou des documentaires, les Seven Sisters sur le pétrole ou bien l'encerclement sur le néolibéralisme. Et je me disais, pourquoi ne pas tenter de amener quelque chose dans cette direction aussi, à échelle microscopique bien sûr, mais je veux dire de participer à cet aspect de YouTube que j'aime bien. Ouais. Oui, puis il y a un rapport pragmatique. Finalement, il faut aller là où il y a des gens, et puis c'est ça. Ouais. Puis de toute façon, là, on est sur Twitch, c'est Amazon qui pilote. donc ouais, effectivement. Ouais. C'est compliqué. C'est ça. Mais il faut mener, on fait ce qu'on peut, il faut mener la bataille culturelle avec les outils qu'on a à disposition. Et pour ça, Internet et puis les différentes plateformes, je pense que c'est assez révolutionnaire quand même en termes d'outillage comparé au petit journal qu'on tire sur une imprimante à la main dans les années 70 pour un groupe plus révolutionnaire. Mais je suis vraiment, je suis d'accord, mais je suis pas complètement convaincu que ce soit une réponse finale. Et si tu trouves qu'il y a des trucs à apporter et à relativiser, selon toi, est-ce qu'il faudrait ne pas faire du YouTube ? Je pense que, comme je pense que c'est sous ta question, il y a des limites en fait. C'est à ce niveau-là, tu vois, j'aurais dit que tu vas toujours avoir un processus qui va avoir une limite, tu vois. Et ce que j'ai l'impression de voir de YouTube, c'est qu'on arrive à on arrive à faire des choses, on arrive à créer des choses. Moi aussi, je me suis politisé sur YouTube et tout, mais il y a la rentrée dans l'action, ce genre de choses. Il y a des phénomènes, des choses que YouTube des fois permet pas de faire, ou des idées qui permettent pas d'exprimer, des concepts qui permettent pas trop de faire. Et tu as aussi cette notion de bulle, de filtre filter bubble, comme ça tu vas regarder que les choses qui te regardent, tu vas être bien, comme tu disais, watch time, augmenter le watch time.
Et je me posais vraiment la question si est-ce que des fois, tu vois, ça t'empêche pas d'agir, tu vois. Des vraies questions sur est-ce que c'est, tu vois, comme c'est pris dans une dynamique économique individuelle, je me posais la question sur est-ce que c'est un phénomène et puis à quel point tu peux en faire quelque chose, tu vois, de ce truc-là. Non, c'est des questions qui me restent, mais comme tout, hein, mais je me posais la question surtout vis-à-vis de toi, si tu avais conscientisé, ben, je supposais que oui, mais comment tu avais conscientisé et comment tu avais fait une résolution, parce qu'il y a toujours une manière. Forcément, on a fait une résolution, tu as fait la résolution d'aller où il y a des gens, je pense que c'est la bonne résolution, j'aurais fait la même. C'était pour voir jusqu'où on avait conscientisé cet aspect-là. C'est comme ça que je le décris. Il me reste du taf à faire, donc on en recausera. Je sais que par exemple, Eastony, la chaîne YouTube sur l'histoire qui fait beaucoup les mouvements sociaux et tout, a déjà dit des trucs du style, bah, au pire, si on se fait bannir notre chaîne YouTube, c'est pas grave parce qu'on a toutes les vidéos ailleurs. Donc ils auront beaucoup moins de trafic, et ils sont pas bêtes, ils le savent. Mais apparemment, ça veut dire qu'ils ont uploadé leur MP4 sur d'autres plateformes et qu'ils sont prêts à l'éventualité d'un jour se passer complètement de YouTube. Donc il y a des alternatives à creuser. Bien sûr. Après, ça me fait penser en termes de justement de est-ce que ça enferme et finalement est-ce que c'est un bon médium pour exposer de la pensée, puis toucher du gens avec tous ces problèmes d'algorithmes, etc. Enfin, j'ai envie de poser un peu le problème en question de quelles sont les alternatives si elles sont, parce que bien sûr qu'il y a peut-être des fonctionnements plus crowdsourcés, plus décentralisés, enfin j'en sais rien, ou tout bêtement des formats antérieurs sous la forme des ouvrages papier et autres, mais en termes d'accessibilité, voilà, ça peut enfermer aussi, parce que là ça va pas être un algorithme qui va déterminer, mais ça va être plutôt une question finalement de capitaux sociaux ou autres qui déterminent un accès. Enfin, il y a aussi une forme de ségrégation topologique, sociale vis-à-vis des autres formats. Et voilà, on en revient à la question de l'accessibilité peut-être à ce niveau-là. Mais au niveau de l'enfermement, je pense que toutes les plateformes sont soumises à une forme, enfin tous les médiums plutôt, sont soumises à une forme d'enfermement qui conditionne le format de pensée qui va être exprimé via ce médium. Je sais pas. C'est clair, hein, toutes les choses ont leur truc, mais à toutes leurs contraintes, leurs défauts et leurs choses. Mais justement, à ce moment-là, en fonction de comment tu poses le problème et tout, tu arrives justement à concevoir des moyens de pression, j'allais dire. On pourrait parler de juridiction, ce genre de choses. Il y a des choses, des phénomènes qui nous empêchent, nous, en tant qu'utilisateurs de YouTube, en tant que plein de choses, de faire pression ou d'avoir un poids. Ce qui n'est pas le cas des États, ce qui n'est pas le cas donc, typiquement, ce genre de choses, en fonction de comment on va poser notre alternative ou ce genre de choses, on arrive à savoir quel moyen de pression et quelle forme de, tu vois, si on se mettait, justement, c'est très difficile, mais tu pourrais faire une manière de concevoir ça écologiquement, dans un cadre restreint, tout en permettant des accès, tu auras des choses. Moi, je suis pas un spécialiste technique sur ces trucs-là, mais c'est clair que il y a deux manières de le concevoir. Tu as la manière de prendre les moyens de production ou se communaliser, YouTube, être capable de délocaliser les serveurs, faire des connexions minimales, centraliser certaines données pour avoir un flux minimal avec une utilisation et puis écologiquement quelque chose de viable. Un réseau gigantesque mais écologiquement viable, mais ça demande de la technique, ça demande une connaissance et puis une réappropriation de ce genre de choses. Ou alors tu peux le penser... reconstruire quelque chose avec ce truc-là, mais c'est des questions complexes. Hein. Et sur aussi, est-ce que c'est un vrai besoin, hein? Est-ce que des vidéos partout, tout le temps, est-ce que c'est un besoin réel? Question. Et il y a un truc un peu Black Mirror dans le flux continu de vidéos. je suis moi-même sur YouTube, je pense 3-4 heures par jour, ne serait-ce que parce que j'ai un chien et que je le promène souvent avec des vidéos en mode écouteur. 3-4 heures, j'abuse peut-être un peu, mais ouais, il y a un truc d'être dans le flux permanent de vidéos qui est pas forcément nécessaire, on est d'accord. Après, il y a le concept de communs digitaux, digital commons, qui est très répandu actuellement, et puis des modèles à la Wikipédia et tout. Donc il y a des propositions à faire. Après, quel pouvoir les utilisateurs auraient d'imposer ça, comme tu le dis, c'est une autre affaire. Ouais. Et puis, du coup, on était dans la lignée un peu du travail intellectuel, de la vulgarisation finalement. Tu t'es lancé dans un doctorat, là on peut pas vraiment dire que c'est un travail de vulgarisation, mais voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de faire ce travail, qu'est-ce qui t'a mené à ça, et puis qu'est-ce que tu espères un peu pouvoir apporter au-delà de purement la contribution
à la thématique. Finalement, quel sens prend ce doctorat pour toi, que ce soit dans ta vie ou de manière plus générale pour ce que tu as envie de faire dans ce monde? Ouais, là, on est dans une grosse équipe et là, on a un peu le débat de comment est-ce qu'on fait pour diffuser aussi les idées qu'on produit sous forme de papier académique, puisque le papier académique et le nombre de citations, c'est un peu la monnaie d'échange de Bien base sûr. dans le monde académique. Donc, comment est-ce qu'on essaye d'en faire quelque chose qui soit plus utile? Donc, est-ce qu'on engage une personne qui fasse que de la diffusion, par exemple? C'est vrai que j'ai pas précisé, mais tu es au tout début du processus, donc peut-être que ma question anticipe un peu trop, je sais pas. Mais... Non, mais pas du tout, parce que ça fait des années que j'y pense à faire un doctorat. Je sais que c'est pas pour tout le monde. Il y a un aspect un peu solitaire, il y a un aspect un peu qui va lire ça, il y a un aspect un peu c'est inutile, il y a un aspect un peu du travail où chaque phrase tu dois citer un peu des sources et machin. Donc ça peut être rébarbatif. Moi, je le fais parce que j'aime bien le côté rigoureux, mais même pas, c'est même pas pour ça. Je crois que j'avais juste envie de faire un métier où j'avais une grande liberté dans ce que j'écrivais et dans ce que je lisais, et autant dans les façons dont je écris les phrases et dans les façons dont je choisis les thèmes. Et j'ai pas trouvé de métier mieux que ça en fait pour cette dimension-là. De métier rémunéré, on s'entend, parce que bien sûr que tu peux écrire ce que tu veux dans ta chambre, mais déjà peut-être personne va le lire, mais en plus personne risque de te payer pour ça, donc il faut bien vivre. Dans les métiers rémunérés, si on pense par exemple au journalisme, tu as quand même des très fortes contraintes sur le format, tu dois rester dans un nombre de mots, tu as des très fortes contraintes sur quel type de thème tu peux choisir, tu as souvent des contraintes dites ou non dites sur quel type de thème tu peux aller choisir selon le type de rédaction pour lesquelles tu travailles. On sait qu'il y a des pressions aussi sur énormément d'équipes de journalistes. Récemment, il y en a eu sur des gros journaux suisses romans. Et donc, vraiment, j'avais vu aussi le côté faire des publications au sein du WWF et au sein de BCG, où en fait, on avait une ligne écrite pratiquement dans notre white paper, donc un machin publié par une structure privée qui ressemble un peu à de l'académique, mais qui en fait est très contraint et a déjà presque un scénario préécrit. Après, tu balances un peu de la donnée pour prouver pseudo-prouver cette ligne déjà préécrite. J'avais pas du tout envie de faire ça. Donc vraiment, le doctorat, je pense que l'attrait principal, c'était la liberté. un peu. Mais ouais, vraiment, il y avait ce côté de pouvoir faire ce que je veux et de pouvoir. Un travail stimulant, avec une relative sécurité et confort de vie qui va avec. Ouais. Après, là où j'ai pas non plus envie de survendre le métier. Là, par exemple, moi, j'ai un mandat relativement précis sur lequel je dois écrire. Je dois faire ça pendant 4 ou 5 ans. Donc j'ai pu relativement influencer le périmètre dans lequel j'opérais, mais maintenant je peux pas me mettre tous les 2 jours à changer complètement de type donc ça, il faut en être conscient. Donc voilà, c'est une liberté conditionnelle, mais au sein de ce périmètre qu'on choisit, on peut vraiment se faire plaisir sur ce qu'on lit, dans quelle direction on essaye de développer la pensée, et puis ce qu'on va en faire. C'est mon analyse après 1 mois. Peut-être si vous me reprenez dans 2 ans, je vais en dire autre chose. Ouais, c'est vrai que tant mieux en vrai, parce que pour le moment ça a l'air plutôt réjouissant comme perspective, mais c'est vrai que je crois savoir qu'il y a des doctorants, doctorantes, mais peut-être pas en Suisse, ou quoique, je sais pas, où le tableau est un petit peu moins réjouissant, et où il y a des pressions. C'est clair. Ouais. Après, j'ai la chance d'être dans une équipe qui est vraiment cool, qui est vraiment stimulante, avec une chef qui est vraiment géniale, qui est Julia Steinberger, que j'ai choisi. En fait, j'ai pas choisi juste ma thématique de doctorat, j'ai aussi choisi la prof que je voulais avoir. Un de mes critères très importants pour choisir le prof ou la prof était que je voulais que ce soit une personne qui fasse pas que de l'académique, justement. Parce que j'avais pas envie d'être dans cette espèce de bulle d'intello qui pense qu'une fois qu'on a écrit des trucs super sophistiqués, on a fait notre taf, et puis ensuite la société a qu'à s'en emparer. Et Julia, elle va vraiment dans des mouvements, dans des actions, elle parle aux journalistes qui lui donnent la parole, elle mouille la chemise, comme on dit, et moi j'avais envie de ce genre de chef. Donc ça, je suis très heureux de l'avoir elle comme supérieure, et je suis aussi très heureux d'avoir une équipe sur la décroissance où on a une 30aine de personnes à travailler là-dessus. Je pense que donc dans les côtés négatifs du doctorat, très souvent les gens vont mentionner la solitude, genre tu deviens fou parce que tu travailles toute la semaine pendant 8 semaines de suite sans échanger avec beaucoup de gens sur ton truc. Là, c'est pas le cas de notre équipe, vu qu'on est plein de gens à travailler sur les mêmes thèmes.
Donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis plus optimiste que la moyenne des doctorants. Incroyable. Ouais. Puis vis-à-vis de la thématique aussi, alors je sais pas à quel point elle peut bouger effectivement, et puis tu es fixé dessus, mais tu nous as parlé avant du coup géopolitique, implication des questions de croissance et de décroissance sur les rapports internationaux. Pourquoi ce sujet-là? Et puis pourquoi alors, je pense pas que tu peux avoir déjà des résultats, mais vers quoi tu as envie d'aller avec ça? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter un peu avec Ouais, alors le raisonnement de base, il est de dire que il y a vraiment un découplement de la production vis-à-vis de l'énergie consommée. Donc c'est impossible de produire autant sans avoir un gros apport d'énergie dans l'appareil productif. Et ça, il y a plein de trucs qui le démontrent très bien. Donc s'il y a des gens qui sont sceptiques là-dessus, je vais pas m'amuser à... voilà, ça a déjà été fait. Donc vous pouvez mettre sur Google Jean Covici, par exemple, on parle très bien. Ou sur Google Scholar, tapez decoupling, ou même découplement en français. Ouais. Et il y aura plein de trucs qui sont très intéressants et qui expliquent de manière statistique, de manière argumentée qualitativement, de plein de manières différentes, pourquoi on a vraiment de bonnes raisons de penser que si on pense vraiment qu'il y a un problème d'énergie, c'est-à-dire qu'on consomme trop d'énergie, qu'on a un problème de climat et que cette énergie est principalement des hydrocarbures, actuellement c'est entre 80 et 85%, donc si on a ce problème d'énergie et qu'on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, ben, il faut réduire la consommation énergétique globale, ce qui fait une contraction globale de la production. Pour aller très vite. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la décroissance. Et ça veut dire qu'il faudrait mieux redistribuer, sinon décroître dans des structures actuelles, c'est assez douloureux, etc. Mais en plus de ce qu'il faudrait faire, il y a surtout un besoin d'identifier les causes de la croissance, les causes historiques. Et là, beaucoup de gens vont immédiatement dire le capitalisme, parce que si on prend une définition de sciences sociales mainstream, disons, de sciences sociales qui n'est pas du bullshit du capitalisme, il y a tout le temps le concept d'accumulation qui vient. Et le processus d'accumulation dans lequel on a du capital à la base et on veut qu'il y ait plus de capital dans un temps donné dans le futur. C'est exactement la même chose que ce qu'on finance, on appelle la net present value. Il y a une time value of money qu'on symbolise par un taux d'intérêt et on veut que ce taux d'intérêt ou cette time value of money, que nos investissements d'aujourd'hui, même s'il y a le taux d'intérêt, qui soit supérieur à ce taux d'intérêt en fait, donc d'avoir des investissements qui sont au-dessus de ce qu'on appelle le risk-free rate dans la finance théorique. Mais en gros, c'est toujours l'idée de dire il faut qu'on place l'argent de manière à ce que demain il y en ait plus. Et ça, en termes de répercussions matérielles, cette accumulation de capital résulte presque fatalement dans une accumulation de marchandises, parce que c'est très difficile de faire du business de trucs immatériels. Alors on peut faire du business de service, mais il y a des limites. On peut aussi réduire les coûts et augmenter les profits en réduisant les coûts, mais il y a des limites. Le plus facile, c'est de loin de créer des nouveaux produits. Et ça, toutes les boîtes l'ont bien compris, et c'est pour ça qu'ils nous lancent tout le temps des nouveaux smartphones, et c'est pour ça qu'ils nous lancent tout le temps des fashions avec des cycles plus accélérés. À une époque, il y avait 2 saisons de mode. Maintenant, Zara change sa ligne toutes les 2 semaines. Donc, il y a une hyper accélération pour faire plus consommer, etc., qui est une manière très pratique de faire du profit et qui est donc un moteur intrinsèque de croissance. Ça, je dirais presque que c'est de la décroissance de base, tout ce que je viens de dire. Maintenant, là où moi je m'interroge et ce que je vais essayer de creuser dans mon doctorat, c'est de dire est-ce qu'il n'y a pas des moteurs de croissance de la production qui ne sont pas qualifiables, ou en tout cas pas purement qualifiables, de capitalistes. Ouais. Et parmi ce genre de moteurs, si on pense à par exemple, qu'est-ce qui faisait que des régimes non capitalistes, par exemple Cuba, par exemple la Chine, par exemple autres, avaient un besoin de croître. Et là, immédiatement, quand on voit ce que ces gens disaient, ce que leur gouvernement disait, c'est qu'il y avait un besoin de sécurité. C'est que si tu es isolé dans un monde capitaliste, ben, tu te prends un coup d'État, tu te prends... Ça va te faire bouffer par les autres. Tu vas te faire bouffer. Donc il y a un impératif sécuritaire de la croissance, on pourrait dire, qui est indépendant du mode de production capitaliste ou des pulsions capitalistes d'accumuler du capital. Et moi, c'est sur ça que j'aimerais me concentrer et formaliser un peu ça, parce que à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qui est très développé dans le courant de pensée de la décroissance. Et donc, si on veut être sérieux sur cette décroissance contrôlée, il faut adresser ces questions. Ouais, pour sortir de l'axiome
décroissance égale sortie du capitalisme, parce que potentiellement la sortie du capitalisme ne suffirait pas à empêcher Exactement. une croissance. Exactement. Et vraiment, je tiens à rassurer les auditeurs qui pensent que je serais un capitaliste vert ou quoi que ce soit. Pas du tout. Je pense que la sortie ou le développement historique au-delà du capitalisme est une nécessité. Je pense pas qu'elle est suffisante. Sur ce que tu as décrit, il y a vraiment, moi, tu sais que c'est aussi mes trucs que j'aime bien réfléchir, mais ces conceptions, tu décrivais un peu cet aspect de croissance. Quand on parle de croissance, on parle évidemment d'une croissance monétaire. Hein. C'est ce que tu décris ou c'est comme ça que tu as pris ce chose? Parce qu'il y a toutes ces questions sur quel présupposé, quelle conception monétaire tu as quand tu rentres dans ce type d'études pour penser. Parce qu'en fonction de la manière dont tu vas concevoir ton objet, donc la monnaie, tu vas penser différemment ces conceptions de croissance. Je pense que c'est quelque chose que tu as posé comme question. C'est déjà quelque chose que tu as résolu ou ça fait partie des questions qui sont difficiles à répondre parce que je trouve que c'est une très difficile question. Ouais. Merci Aurel pour l'eau. Moi je pense qu'il ne faut pas surestimer les questions monétaires parce que la monnaie en gros c'est l'unité dans laquelle quelque chose s'exprime. Et en gros la monnaie c'est très fictif, c'est très conventionnel entre des personnes et le fait que ça soit $1 ou $20, c'est pas fondamentalement ce qui change la donne. Ce qui change la donne c'est plutôt en quoi ça peut être converti, en quelle réserve sous-jacente de richesse ou de capacité à faire travailler des gens, cela correspond. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de courants qui essayent de développer des solutions monétaires à des problèmes qui sont plus profonds que ça. Donc, quand on dit monétaire, c'est vraiment, par exemple, je ne pense pas que les monnaies alternatives toutes seules vont complètement changer l'appareil de production, etc., etc. Donc, il y a des choses qui sont indépendantes de quelle monnaie ou de quel système monétaire on utilise. Et par exemple, le fait qu'il y ait de l'inflation, ça a des impacts monétaires très concrets. Donc ça va altérer les prix exprimés dans une certaine monnaie. Mais c'est pas de ça c'est pas ça qu'il faut regarder, à mon avis, quand on parle d'accumulation du capital ou de croissance économique. Parce que ça, c'est presque des conventions fictives. Le vrai phénomène sous-jacent, il est dans la production matérielle. Qui donne les ordres et au nom de quelle logique. Donc si on regarde vraiment qui donne les ordres pour avoir plus d'extractivisme de cobalt dans je ne sais quelle mine, c'est pas des questions monétaires, c'est des questions que les gens qui donnent les ordres ont des commanditaires, souvent, pas eux-mêmes, qui leur donnent des consignes d'augmentation des profits. Et donc, pour faire ça, la manière la plus simple, c'est d'extraire plus de cobalt. Et ça, c'est assez indépendant de quelle monnaie tu utilises ou quelle architecture monétaire. Ou l'inverse également. On a vu ce qui s'est passé récemment avec les questions de barils de pétrole et c'était l'Arabie Saoudite, il me semble, qui avait fait des politiques pour réduire leur exportation, il me semble. C'était ça ou dédollarisation de certains des échanges, non? Non, c'était, je sais plus. Vraiment, je suis pas très bon là-dessus, mais je sais qu'il y avait eu une politique, mais il me semble que c'était l'Arabie Saoudite qui voulait garder un baril de pétrole haut suite à la crise énergétique avec les différentes choses du gaz russe, et du coup ils avaient réduit leur production de pétrole pour conserver un haut taux de baril, il me semble que c'était ça. Hein. Ouais, alors tu as raison d'amener cette analogie dans le sens où on voit que c'est pas un problème purement monétaire, il y a d'autres types de considérations. Là, en gros, c'est que il y a beaucoup de gens qui se disent si je maintiens, enfin, selon les prix, certains compétiteurs peuvent continuer à produire et d'autres pas, ou pour certains compétiteurs c'est plus rentable que d'autres, et c'est ce genre de jeu qu'ils font quand ils essaient de manipuler la production. Toujours. Et par exemple, on voyait certains acteurs au Moyen-Orient dans certaines époques, quand il y avait le gaz de schiste américain, ce genre de choses, qui étaient prêts à aller très bas dans les prix parce qu'ils savaient que certains compétiteurs pourraient pas continuer à survivre avec des prix aussi bas, alors que eux pourraient. Donc c'est ce genre de manipulation. Mais à nouveau, là, moi, je trouve pas que c'est un problème monétaire. Je trouve que c'est vraiment un problème beaucoup plus matériel, quoi. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais, mais je me posais juste la question. Ouais, non, mais t'as raison, il y a un parallèle. Ouais, hyper intéressant. En tout cas, je pense que c'est assez prometteur comme travail. Enfin, je sais rien, mais à voir. C'est qu'au début, mais ça a l'air déjà bien construit à ce niveau-là. Une autre. Oui, peut-être, pardon, Aurel.
avant qu'on switch dessus. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de gens, donc je sais qu'il y a eu des références qui ont été mentionnées déjà plusieurs fois dans les séries d'Agisson sur Jason Hickel. Et ce projet sur la décroissance, il est mené par Steinberger à Lausanne, mais aussi par Hickel et Kalis, qui sont deux gros noms de la décroissance à Barcelone. Et récemment, on était en réunion, tous les gens de Lausanne et tous les gens de Barcelone sur le même groupe, et on était plusieurs à travailler sur des thématiques, disons, d'ordre géopolitique. Il y en avait qui faisaient sous des autres angles, complètement des autres angles. Mais en tout cas, c'est vraiment, quand tu dis que c'est quelque chose de prometteur, je suis d'accord, et c'est pas juste en mon nom propre. Oui. C'est aussi que je vois qu'il y a d'autres personnes qui se posent ces questions, et que, à mon avis, et je suis pas le seul, elles sont importantes. Ouais. Et puis, en dehors de ce groupe, elles n'ont pas forcément été très traitées jusque-là, en fait. C'est prometteur dans le sens où c'est aussi l'ouverture d'un champ de recherche qui est assez peu exploré jusque-là. Absolument. Parce que, comme on sait, la production de connaissances, dans les dernières décennies en tout cas, a tendance à opérer quand même en surspécialisation et en silo. Donc, dans des cercles de relations internationales, ils vont jamais parler ou à la marge, parler de manière sérieuse d'empreinte carbone, par exemple, ou d'écologie au sens large ou autre, et réciproquement. Donc, ouais, c'est vrai qu'essayer d'amener ensemble des champs qui n'avaient pas l'habitude d'être en communication, ça peut être intéressant. Ouais. Et puis, je voulais également te poser une question. En fait, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu es impliqué dans Agisson, un peu moins ces temps, mais c'est aussi parce que tu as été une des personnes finalement co-initiatrices de Agisson. Et puis, ça m'intéresse un peu de savoir finalement qu'est-ce qui plus que t'as intéressé dans le projet, vu que t'es en partie à l'origine, mais quel intérêt tu as trouvé là-dedans, et puis finalement qu'est-ce que tu penses est le rôle d'Agisson, sachant qu'évidemment il a évolué, donc peut-être que maintenant tu le trouves moins pertinent ou plus pertinent, j'en sais rien. Voilà, qu'est-ce que finalement, comment tu as vu ce mouvement, comment tu le vois maintenant? Ouais, merci pour la question. Je pense que un des trucs qui m'intéressait beaucoup au début, c'était d'essayer d'innover ou de réinventer ou de créer de nouveaux modes d'action, entre guillemets, ou de nouveaux outils. Je trouvais qu'il y avait un truc très intéressant dans le fait de dire on prend un outil existant qui est l'initiative populaire, dont on sait, si on fait des statistiques sur le nombre d'initiatives populaires qui ont passé depuis l'invention de l'outil et tout, on sait que c'est pas un outil qui est ultra ouf. Et pourtant, en Suisse, on passe pour les champions mondiaux de la démocratie. Et le pire, c'est que c'est peut-être vrai si on compare aux autres pays. Donc c'est quand même assez triste. Mais on se disait, on va prendre cet outil qui est pas ultra démocratique, qui est plein de défauts, qui marche rarement et que sous certaines conditions, et blablabla. Et on va essayer de l'utiliser de manière différente que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et donc cette idée de salve ou de vague d'initiative, je trouvais qu'il y avait vraiment une tactique à creuser. Je trouvais que dans la communication aussi, on avait des apports qui étaient originaux, dont aujourd'hui peut-être je serais un petit peu plus sceptique, mais ça on peut en reparler plus tard. Mais en tout cas à la base je me disais oui, essayons. Donc c'était aussi dans une optique de se dire, de toute façon on fait face à des forces inertielles énormes. Il n'y a pas de méthode infaillible qui va marcher à tous les coups. Bien sûr. Donc pourquoi ne pas essayer d'avoir un peu de créativité et d'inventivité dans les manières de faire bouger les choses, et de pas tout le temps tomber dans des mêmes schémas. Donc typiquement, ça aurait pu être des schémas en termes de communication sur des terrains de lutte des classes ou d'anticapitalisme ou d'écologie radicale, mais ça, d'autres gens le font, plus ou moins bien. Et donc, est-ce qu'on ne va pas essayer de trouver de nouvelles portes, surtout que certaines de ces méthodes sont aussi héritées de schémas passés qui sont moins valides actuellement. Et donc, il y avait ce côté inventivité dans la com, peut-être, dans l'identité. Donc, toutes ces choses me motivaient d'essayer de lancer quelque chose de nouveau. Ouais. Ok, hyper intéressant. Ouais. Puis c'est vrai que, Agisson, voilà, maintenant, on avait ce paradigme des vagues d'initiatives, etc., qui est un peu en train d'être re-questionné, et puis on est en train de penser à la suite, à l'après, la post-première campagne de récolte de signatures pour notre première initiative. Et du coup, on verra de
quoi sera fait, parce qu'actuellement on mène des réflexions assez intéressantes, mais on verra effectivement si la suite peut jouer un rôle un peu pas décalé, mais comment dire, un peu, ouais, finalement toujours remplir un peu ce rôle de disruption avec les outils du système. Je sais pas, c'est quelque chose qui est, je pense, ouvert, et puis on espère qu'on va réussir à se renouveler à ce niveau-là. Ouais, et puis, ouais, bon, peut-être que la discussion est non pertinente parce que Agisson va bouger dans d'autres directions. Mais peut-être aussi pour ajouter dans peut-être la projection de ce que pourrait être une forme partie ou une forme d'organisation sociale dans le 21e siècle, et une forme, et de manière correspondante, une forme d'architecture gouvernementale. Je pense qu'il faut aller au-delà des élections. Et donc, comment est-ce qu'on pense les gouvernements au-delà des élections? Est-ce qu'on peut essayer déjà de les préfigurer et de faire fonctionner des choses avant même qu'elles soient officialisées? Et donc, de se dire, on arrête le délire d'avoir des partis où on dit une fois tous les 4 ou 5 ans, en mettant notre tête partout, votez pour moi, et ensuite je vais faire le taf, et puis après on disparaît à Berne dans je ne sais quelle institution, et puis on n'est pas vraiment, on peut pas vraiment nous surveiller efficacement et nous destituer si on ne remplit pas des mandats, etc., etc. Donc je trouve qu'il faut essayer d'inventer, d'aller au-delà de cette forme, et donc l'outil d'initiative était peut-être, tout comme l'outil de tirage au sort, était peut-être des formes qui correspondaient à des systèmes de gouvernance qui aillent au-delà de ce système de démocratie représentative, qui à mon avis est un oxymore, et donc, il y avait l'idée de préfigurer et presque de déjà lancer les graines de ce qui pourrait un jour devenir quelque chose de plus vaste et de plus institutionnalisé, donc des partis qui misent vraiment sur les textes qui veulent passer et où les gens s'expriment sur les textes qui passent et non pas sur des délégués intermédiaires qui vont faire ça de bonne volonté ou pas. Ouais, en fait, il y a déjà une forme de contre-modèle qui est contenue dans le mode d'action, et c'est pas juste un rôle réactif finalement. C'est ça. Et après, bon, là c'était peut-être un peu too much, mais je me disais que vu par exemple les Gilets jaunes, qui avaient comme une des revendications centrales le RIC, que pour des mouvements comme les Gilets jaunes, ou pour des gens qui seraient héritiers intellectuellement des mouvements des Gilets jaunes, avoir des espèces d'exemples de ce qui se fait dans des autres pays où il y a peut-être plus de développement dans certaines de ces aires de référendum et d'initiative, pourrait être des inspirations. Donc je me disais vraiment, peut-être que ça peut avoir des connexions internationales intéressantes. Donc voilà. Mais maintenant, effectivement, peut-être la stratégie va évoluer différemment, donc ça c'est aux protagonistes actuels d'en décider. Et toi aussi, tu es aussi un protagoniste actuel. Oui. Et je pourrais m'impliquer plus et participer plus, c'est vrai. Je suis passablement occupé en thèse. Ouais, il y a un peu ça, et puis je pense que ça fait du bien d'avoir un peu de rotation dans les idées, mais oui, peut-être. Il faut aussi accepter le militantisme par à-coup, par une des nouvelles formes de militantisme. On a beaucoup vu un militantisme qui se fait par phase. Des fois, on est plus engagé, des fois, on a du temps, des fois, on a moins de temps. C'est vrai que ça correspond plus à nos vies actuelles, à nos mesures, avec des emplois du temps qui sont des fois variables, et puis des moments de vie intenses ou pas, c'est clairement. Non, c'est sûr. Après, même si je m'impliquais maintenant, je sais pas si je défendrais bec et ongle la continuation de la stratégie des vagues d'initiatives, parce que moi, j'ai pas beaucoup participé, mais j'ai bien vu que c'était très difficile d'en faire plusieurs à la fois, et donc ça met sérieusement en question ce principe stratégique. Donc, moi, je répondais à pourquoi au début ça me parlait, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut tirer le constat cynique et froid et réaliste des expériences, et puis s'il faut bouger à autre chose, il faut tenter de faire autre chose, et peut-être dans des moments futurs où il y aura plus de force, revenir sur ce genre d'idées. Mais là, je crois que le fait qu'il y ait eu 4 initiatives lancées et qu'il n'y en a que, entre guillemets, une qui est passée, prouve bien que c'était une idée où on était trop optimiste sur ce truc de vague, en tout cas à l'heure actuelle. Tout à fait, ouais. On a passé il y a 2 minutes les 1 heure d'émission. Je sais pas si Papo, tu as encore une question. Je pense qu'on peut gentiment clore pour laisser le temps de se reposer. Évidemment, on va faire référence, bien évidemment. On ne va pas partir sans avoir les 150 millions de bouquins de la thèse de j'en vois que 2, de Victor. que des écrits. Si on reprend sur l'interview, on a déjà 15. Ouais, donc sans plus attendre, est-ce que tu as des références que tu as envie de partager aux personnes qui nous écoutent, mais aussi à nous, et puis
Comme tu le sais, ça peut être des films, ça peut être des livres, ça peut être un documentaire. Quoi. Ouais, et vous aussi, vous en partagez après? Et Oui, en général, c'est ce qu'on essaie de faire. Ouais. Trop bien. Ouais, alors, je me suis dit un film et un livre, et si je n'avais vraiment que un de chaque à recommander. Et il y en a un qui m'est venu, l'autre jour, on parlait avec, il y avait un collègue de l'équipe de la décroissance qui avait fait, je crois, une grande partie de sa thèse en Indonésie. Et du coup, on a parlé du documentaire qui s'appelle The Act of Killing, l'acte de tuer. Je crois que la traduction française est aussi le titre original anglais, The Act of Killing. C'est un... Il y a une liste de films pas mal qui s'appelle la BBC Top 100 Movies of the 21st Century. Et il est en 14e position et c'est le plus haut placé parmi tous les documentaires. Ce qui dit un peu quelque chose. Après, il y a des conneries sur la BBC, on s'entend. Mais je veux dire, cette liste de films est plutôt pas mal. Et ce documentaire-là, il montre vraiment ce qui s'est passé en 65, si je me souviens bien, ou peut-être fin 64, début 65 en Indonésie, où dans l'espace de 6 mois, il y a quelque chose comme, c'est difficile de faire la comptabilité exacte, mais je crois que les nombres qui sont retenus, c'est de 1,5 à 2 millions de morts, et principalement des militants affiliés à des gens comme Sukarno, qui était un des leaders du tiers-mondisme, de la conférence de Bandung, qui était d'ailleurs en Indonésie, et donc des mouvements centrales de lutte d'émancipation du colonialisme. Et ces gens étaient plutôt affiliés à des partis qu'on dirait rouges, qui étaient plutôt communistes, mais sans penser à Staline, mais communistes au sens de on s'émancipe de la colonisation européenne, mais pas pour répliquer des espèces de trucs ultra-capitalistes, vraiment pour repenser des systèmes plus socialisés au sein de l'Indonésie en l'occurrence. Et bref, en 65, ou en 64-65, il y a ce coup militaire d'un type qui s'appelle Suharto, qui va autoriser l'armée et des milices paramilitaires de massacrer ces communistes et de massacrer tous les gens suspectés de communisme. Donc c'est une vraie chasse aux sorcières avec une motivation idéologique extrêmement forte, une espèce de propagande de diabolisation de les communistes vont venir manger vos enfants dans leur sommeil et tout, qui s'opère. Et ce qui est hyper intéressant sur ce documentaire, c'est qu'il ne dit pas simplement ces actes horribles, c'est qu'il dit aussi, il va chercher des miliciens paramilitaires qui à l'époque avaient tué plein de gens. Il y en a par exemple un qu'on suit pendant tout le long qui dit avoir lui-même tué de ses propres mains plus de 1000 personnes. Et il leur dit, on va faire un film sur vos actions. Et donc, vas-y, rejoue là la scène. Et donc lui, il dit, ouais, ben là on s'est mis, et j'ai mis ma chaise sur sa tête, et je m'asseyais jusqu'à que le crâne il pète et machin. Et les types sont vraiment fiers, parce qu'ils sont encore aujourd'hui endoctrinés dans le fait il fallait éradiquer ces rouges. Et c'est assez à gerber. Alors, vraiment, viscéralement, c'est dur à regarder, mais c'est ultra hardcore et ultra profond. Et il y a un bouquin qui s'appelle The Jakarta Method qui raconte comment ce qui s'est passé en Indonésie était en fait un laboratoire expérimental pour ce qui se passerait plus tard au Chili et dans d'autres pays d'Amérique latine. Et donc, comme début du néolibéralisme, en fait, ou des interventions états-uniennes sur fond de néolibéralisme. Et donc, voilà, The Act of Killing. Okay, c'est pour le film. Et pour le livre, je vais être beaucoup plus bref. Ça s'appelle Comment notre monde est devenu cheap. J'aime bien. C'est un gars qui s'appelle Raj Patel et un autre qui s'appelle Jason W. Moore. Et en gros, ils écrivent une histoire de comment, depuis les premières plantations portugaises sur l'île de Madère jusqu'à aujourd'hui, ces modèles de plantation capitaliste et de accroissement du profit et de essayer de tout le temps choper des terres, des femmes qui font le travail domestique, de la main d'œuvre pas chère, de la bouffe pas chère, pour tout le temps tout rendre pas cher pour augmenter les marges, comment ça a été la logique structurante de l'histoire des derniers siècles. Ouais, deux références qui ont l'air bien intéressantes. La première, je connais un tout petit peu l'épisode en Indonésie, mais je connaissais pas ni le documentaire ni le bouquin que tu as cité, donc je me réjouis d'aller faire un tour dès que l'émission sera finie. Trop bien. Ouais, ça va être très tentant, effectivement. On en recose à l'occasion. Ouais. Est-ce que... je peux suivre, moi je vais être beaucoup moins profond. On a déjà vu mon angle sur les jeux vidéo, le gros gamer que je suis. Et, dernière fois, un truc qui m'a vraiment marqué ou fait marrer, c'est à quel point l'intelligence artificielle peut être appliquée à beaucoup de problèmes. Et récemment, je voyais une vidéo de Peter Whedon sur YouTube. YouTube, on parlait beaucoup de YouTube, qui avait fait une petite vidéo pour voir comment est-ce que l'IA pourrait solutionner un jeu Pokémon, qui est le défi le plus classique qu'on fait faire aux choses maintenant actuellement. Donc c'est une petite vidéo de comment est-ce que l'IA peut battre le jeu Pokémon. Donc c'était
petite référence beaucoup moins sérieuse et désolé de casser Non, mais c'est trop long. mais il n'y a pas de. C'est quoi le. Peter Whedon Mais avec c'est quoi comme jeu de Pokémon qui veut c'est les premiers, c'est les versions Les rouges, il me rouges et semble. tout. Ok. Évidemment, c'est un classique de faire la version rouge, que ce soit par un chat Twitch, que ce soit par plein de choses, gamification des choses, et puis l'IA, voilà, comment est-ce que l'IA se débrouille pour ce jeu Pokémon, qu'est-ce que ça demande, quelles sont les stratégies, ce genre de choses. Super intéressant pour les gens un peu nerds qui aiment bien les trucs un peu IA, codage, voilà. Voilà, petite référence. Génial. Et puis, moi, ma référence, c'est le bouquin que je suis en train de lire. Puis ça tombe bien parce que une des autrices vient à Lausanne dans une semaine, 10 jours, je sais plus. En fait, c'est un bouquin d'introduction, un peu de vulgarisation aux théories décoloniales, mais sud-américaines. Le bouquin s'appelle Pensée décoloniale de Philippe Collin et puis Lisselle Quiro, c'est elle qui vient à Lausanne. Et puis, en fait, j'aime bien parce que on entend beaucoup maintenant, surtout dans le débat en France, le mot décolonial, etc. Et, on ne sait pas toujours très bien ce que ça veut dire et d'où ça vient. Puis du coup, c'est un bouquin qui finalement introduit à tout un corpus théorique d'auteurs et d'autrices, principalement sud-américains, sud-américaines. Et puis, finalement, visibilise une pensée qui est peut-être un petit peu plus connue aux États-Unis, mais finalement assez peu vulgarisée en Europe, mais qui pourtant a pas mal infusé les réflexions actuelles sur la race, sur la colonisation, sur la colonialité, et puis qui a élaboré plein de concepts. Et puis, donc en vrai, c'est super intéressant d'avoir une pensée qui se revendique anti-eurocentrisme, donc qui pense assez différemment et se structure assez différemment de la théorie actuelle et habituelle qu'on peut lire en Occident ou dans les espaces non décolonisés, on va dire. Et puis après, il y a pour autant la limite que c'est une pensée qui se veut liée au contexte précis de l'Amérique latine et qui n'a pas vocation à être appliquée à d'autres aires géographiques ou à d'autres époques historico-politiques. Mais je trouve ça super intéressant quand même d'avoir un petit peu cette démarche de décentrement. Et puis ouais, c'est super intéressant en tout cas. Donc je me réjouis d'aller voir l'autrice en conférence à Lausanne dans une dizaine de jours si jamais les gens sont intéressés. Trop bien. Donc voilà, ouais, je pense que ça conclut gentiment notre petite interview. Merci en tout cas Victor d'avoir participé à cette émission. Merci Aurel pour avoir continué le chat et je pense que je vous souhaite une bonne soirée à nos autres auditeurs. Merci à vous bonne et bonne soirée tout le monde.